La Cour des comptes veut s'assurer de la bonne gestion des fonds publics à la base. Elle a entamé une formation à l'endroit des élus locaux et des comptables. Les détails dans un instant. Bientôt, les populations de Sidiki auront de l'eau potable en abondance. La localité est rocailleuse, mais une bonne solution est trouvée. Vous allez le voir dans cette édition. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est rendu à Daoukro pour rencontrer son rival et ex-président Henri Konan Bédié. C'était hier en fin de journée. Voilà pour le sommaire où que vous êtes. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Gestion transparente des finances publiques. La Cour des comptes y tient. Elle a entamé il y a 2 semaines une formation des maires et de leurs comptables. La formation porte sur la gestion budgétaire et la reddition des comptes. Assainissement des deniers publics oblige. L'étape des plateaux avec Silver Abdou. 2 ans après leur installation, le constat en matière de gestion budgétaire et de reddition de comptes ne sont pas encore au rendez-vous au niveau des communes lorsqu'il s'agit de la bonne gouvernance financière. On note, selon la Cour des comptes, des manquements et des irrégularités dans la conduite des actions financières, mais au-delà, l'absence des bonnes pratiques de gestion. Et il est ressorti qu'il y a des irrégularités. Les maires viennent d'être élus il y a 2 ans pratiquement. Et à travers les comptes, nous avons remarqué des irrégularités, des dépenses qui sont faites en dehors de tests, des recettes qui ne sont pas bien recouvrées, les comptes qui ne sont pas bien tenus. Et dans tout ça, tous ces mots amènent la Cour à pouvoir les sensibiliser et à les informer. C'est donc pour corriger toutes ces anomalies que la Cour des comptes a initié cette formation à l'endroit des ordonnateurs que sont les maires ainsi que les comptables et leurs collaborateurs à découvrir les bons outils de gestion afin de jouer efficacement leurs rôles et responsabilités dans le processus budgétaire des collectivités territoriales. Il s'agit donc de les former et les sensibiliser sur les bonnes pratiques destinées à gérer au mieux les finances publiques et assurer un développement harmonieux de leur commune. Comme principal outil, c'est l'observation des tests. La Cour des comptes n'a pas d'autre outil que de respecter les tests, les procédures. Parce que la gestion des finances publiques requiert certaines procédures et des tests qu'on doit pouvoir respecter. La gestion des deniers publics se fait dans la légalité et la régularité. Légalité dans le respect des tests, régularité par rapport aux normes qui gouvernent la gestion des finances publiques. À travers donc cette rencontre d'information et de sensibilisation, les acteurs, notamment les ordonnateurs et les comptables, vont également découvrir le rôle de la Cour des comptes et leurs responsabilités devant cette institution pour une bonne collaboration en matière de contrôle des deniers publics. L'eau, c'est la vie, dit-on souvent, mais l'accès à cette denrée importantissime est parfois rare dans certains milieux. Et c'est le cas du village de Sidiki dans Tone 1. Là, ce sont les roches qui dictent leur loi, mais bientôt la population aura de l'eau potable et en abondance. Une digue vient d'être réceptionnée à titre provisoire pour retenir de l'eau à traiter. Gérard Lagoudou, reportage. Bientôt, le village de Sidiki et de ses environs, dans le canton de Touaga, commune Tone 1, vont définitivement tourner la page des difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Les travaux de cette digue sont provisoirement livrés à la commune de Tone 1 après 4 mois sur 6, selon les prévisions techniques. La digue qui était prévue initialement aussi avait une longueur de 70 mètres. Au vu de la situation géographique, on a été obligé de déplacer la digue pour la ramener en arrière, et ce qui a entraîné un rallonge de 70 à 195 mètres. Il y a une deuxième phase qui est prévue. Les eaux seront captées par des pompes, envoyées sur les châteaux qui seront mis au-dessus des montagnes. Et maintenant, ces châteaux vont alimenter les villages gravitairement sans avoir besoin d'électricité. Au total, un volume de 25 000 m3 est attendu de l'ouvrage pour alimenter le milieu. Une localité particulière où l'accès à cette denrée souterraine est un casse-tête chinois. Et pourtant, une ressource naturelle vitale reste indispensable. Cet ouvrage servira à stocker de l'eau
Et cette eau sera prise avec des vannes et vont alimenter les villages qui sont derrière. Donc le village est sur le plateau. Et pour faire un forage et trouver de l'eau dans le village, c'est très difficile, c'est très pénible. Donc tout le village venait jusqu'ici chercher de l'eau. Aujourd'hui, nous avons la chance de réceptionner provisoirement cette digue. Compte tenu de ce que les techniciens nous ont dit, est un ouvrage qui est viable. Nous sommes très contents. Et c'est la TDE qui va prendre en charge et donner de l'eau potable à la population. Les travaux sont financés à hauteur de 67 millions de francs CFA par l'association Agir ABCD, Action des bénévoles pour la coopération et le développement. Cela fait plus de 6 mois déjà qu'elle a vu le jour. Nous parlons de la plateforme Edole Africa, littéralement traduit, ce qui veut dire « il y a du boulot en Afrique ». Edole Africa est un outil numérique qui vient révolutionner le monde du BTP au Togo. Comment l'idée a-t-elle germé? Quels en sont les avantages en matière de construction, de sécurité, de sûreté dans le temps? Uri Chamegan s'y est intéressé. Les détails dans ce dossier. Sam, casseur et machiniste, en pleine prospection sur ce chantier. Cela fait quelques mois déjà qu'il y travaille grâce à la plateforme Edole Africa, une application qu'il a découverte pendant qu'il vivait encore à Tablibo, dans le Yoto. C'était à Tablibo qu'on avait annoncé un chantier et ils sont venus en tant que fournisseurs de machines et des éléments pour les ouvriers, pour les chantiers. Donc je me suis demandé de renseignements pour voir si je peux travailler avec eux. Bon, ils ont accepté. C'est depuis ce bureau que tout se passe. Fourniture d'ouvriers, location et vente de matériel, expertise, appui technique. Tout se fait en ligne. Au cœur de cette innovation togolaise, Ramdan Otou, ingénieur génie civil. L'application a été lancée depuis le 22 décembre 2020. Autre temps, les gens, pour pouvoir avoir accès à toutes ces ressources que nous mettons à leur disposition, devaient faire vraiment une corvée. Il fallait se mettre à appeler, celui-ci appeler, toujours passer par des démarcheurs, des commissionnaires pour avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée ou avoir accès à une location de matériel. Donc, depuis que cet outil existe, au moins les gens savent que tout de suite, en un clic, ils peuvent avoir accès directement aux propriétaires. On le sait, le Togolais est une abeille, mais construire n'est jamais aisé. Pour plus de sûreté et de rapidité dans la construction, la plateforme Edole Africa offre ses services. Le partenaire cherchait un compacteur à louer. Il s'est baladé un peu partout, il n'a pas trouvé. Donc du coup, quand il m'a contacté, j'ai dû aller sur le site de Edole et immédiatement, ils m'ont demandé de passer. Ils ne se chargent pas d'abord ou bien seulement de vous envoyer les ouvriers, mais ils prennent la peine de faire surtout le suivi. Moi, la dernière fois que j'ai commandé les ouvriers chez Edole, ils m'ont envoyé et les ouvriers et un chef chantier et un gestionnaire de ressources humaines qui se charge à ce que les ouvriers fassent exactement le travail qu'il faut. Edole Africa, entendez, il y a du boulot en Afrique, a déjà plus de 6 mois d'existence avec des résultats probants sur le terrain. La plateforme est sollicitée et tourne déjà comme une boîte intérim. Pour prendre l'exemple de PIA, où nous avons déployé près de 900 ouvriers sur une période de, disons, 2 semaines. Nous avons eu à déployer sur un projet d'une société pétrolière de la place qui faisait un montage d'une station à gaz. Nous avons déployé et du matériel et des ouvriers là. Nous avons aussi également travaillé sur le centre d'enfouissement. Bienvenue donc sur votre chantier à l'heure du numérique avec la plateforme Edole Africa. Son ambition, s'imposer sur le marché africain d'ici à 5 ans. Depuis l'avènement des TIC, technologies de l'information et de la communication, l'attachement des enfants aux écrans s'est accentué. Ils en sont accros et perdent même des fois l'appétit face aux écrans. Immersion dans un foyer où le petit Yendoubé, 12 ans, ne peut plus se passer de sa console de jeu. Combien de temps l'enfant doit-il rester devant un écran? Colette Matima et Gerson Douveau, précision. Yendoubé, 12 ans, élève en classe de CM2. Cela fait déjà des heures qu'il est dans le game. Le petit garçon joue et se prend pour le meilleur motorbike
Il en vient même à oublier son déjeuner, tellement la passion l'emporte sur le reste. Quand je suis accroché à mon smartphone, je n'ai pas faim parce que les jeux sont intéressants. Je peux jouer pendant 2 heures aux jeux vidéo. Il va sans dire, Yenjoubé adore jouer, ce qui n'est pas forcément du goût de sa maman. Yenjoubé! Oh, c'est quoi même? Non, mais moi je veux jouer. Il est toujours dans la chambre, scotché à sa tablette. Je lui conseille même des fois de sortir, aller jouer un peu avec les amis, prendre de l'air. Il refuse. Toujours, hein. Chaque fois, je fais l'effort de le calmer, mais toujours, c'est comme ça, il réagit. J'en ai même parlé avec son père. Dehors, les copains de Yenjoubé se livrent à une partie de football. Ronaldo, Messi, Mbappé, toutes nos stars sont là réunies. Seul Yenjoubé manque à la Dream Team. Pourquoi tu ne joues pas avec tes copains? Bon, je ne veux pas. J'ai envie de jouer Super Sonic. Yenjoubé, il est toujours comme ça. Il s'enferme dans la chambre pour jouer à ses jeux. Il n'aime pas rester avec nous pour jouer le ballon. À bien observer, le comportement de l'adolescent frustre ses petits copains. Pas de jeu à l'écran et du coup, il semble moins enthousiaste, désintéressé. Nous avions voulu comprendre l'attitude du jeune garçon. Déjà, quand on parle d'écran, les gens pensent que c'est la télé. Ce n'est pas seulement la télé, parce qu'il y a nos smartphones, il y a les tablettes, il y a les ordinateurs, il y a même les consoles de jeux auxquelles les enfants sont aussi exposés. Donc, c'est d'interpeller les parents pour qu'ils aient un temps d'écran pour les enfants par rapport à leur âge. Reste à savoir si les parents le respectent ou non. Les écrans aujourd'hui, ce n'est pas seulement la télévision, ça va jusqu'aux consoles de jeux. L'abus n'est pas sans conséquence. Si l'enfant est exposé, il va développer certaines formes de caractère. D'abord, le tout premier, c'est l'insomnie. C'est ça qui interpelle. L'enfant devient agressif. Il y a d'autres même qui ont tendance à imiter ce qu'ils ont vu à l'écran. Que ce soit mauvais ou pas, pour eux, ils vont imiter. Le plus grave, c'est la dépression. Parce que déjà, quand il est exposé, le parent a tendance à arracher de force. Or, c'est négociable et progressivement. Parce que les écrans aussi sont comme des drogues aussi. Encore plus grave, le cerveau peut être touché. Les capacités de l'enfant à réfléchir réduites, sans oublier les yeux constamment exposés. Attention, le risque est bien réel. Et pour donner plus d'éclairage sur ce sujet, Kwesala a reçu dans le JDD de ce dimanche un ophtalmologue, Boris Ekwe Romekou, a donné des explications sur les dangers liés à une exposition permanente des yeux à l'écran. Suivez un extrait de leur entretien. En réalité, le problème, c'est la lumière. C'est la lumière qui sont émises par ces écrans-là. Et qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est un rayonnement électroménager que l'œil peut percevoir. On appelle ça scientifiquement un spectre visuel. Alors, nous avons deux types de lumière. Nous avons une lumière naturelle, c'est la lumière du jour que nous avons du soleil. Et nous avons la lumière artificielle qui nous aide dans notre vie quotidienne. La lumière de l'ampoule, les lampes. Et aujourd'hui, nous avons maintenant la lumière des écrans. Les écrans de télévision, les smartphones, les tablettes, etc. Alors, où se trouve réellement le problème? La lumière du soleil, la lumière naturelle, elle est composée de 7 couleurs, dont la lumière bleue. Et la lumière artificielle également, elle est composée de la lumière bleue. Les études ont prouvé que la lumière du soleil compose en elle seule 50% de cette lumière bleue-là. Et la lumière naturelle, elle ne contient que les tiers. Et donc, vous comprenez tout de suite qu'une grande exposition à la lumière des écrans des smartphones devient nocive pour l'œil. C'est vrai, Dieu a prévu, ou bien l'œil contient en lui-même des filtres. Les filtres au niveau de la cornée, filtres au niveau du cristallin. Mais une grande exposition prolongée et intense de cette lumière-là, vous comprenez que les filtres naturels ne peuvent plus jouer leur rôle. Et donc, directement, nous avons des effets. C'est-à-dire que les smartphones, les tablettes ont un effet sur l'œil de l'enfant. Alors, ces effets sont de deux sortes. Il y a les effets immédiats et les effets cumulés. Alors, les effets immédiats, vous avez la douleur. Vous avez mal à l'œil. Vous avez la sécheresse oculaire, c'est-à-dire l'œil devient sec. Vous avez les maux de tête. Vous avez l'insomnie. En effet cumulé, nous avons la déméla. Déméla, c'est une dystrophie maculaire liée à l'âge. Mais étant donné que
l'enfant ou bien l'adulte est trop exposé à la lumière de l'écran, il développe cette pathologie beaucoup plus précoce. Il va l'avoir au bout de 30 ans, 40 ans, alors que ce genre de pathologie, nous les rencontrons dans les environs de la soixantaine. Après, nous avons des troubles de sommeil et nous avons des lésions du cristallin et des troubles de l'accommodation. Quelles précautions faut-il prendre? Premièrement, nous devons limiter l'utilisation des écrans aux enfants. Ça, c'est clair. Ensuite, il faut réduire le temps. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer des ordinateurs au service. Et donc, vous faites 1 heure de temps sur votre PC, vous prenez 10 minutes de pause. Ça, c'est un. On peut utiliser aussi des outils. Nous avons des filtres que nous devons mettre devant nos écrans. Et à défaut des filtres, il faut porter des lunettes. Et des lunettes traitées anti-bleu. Parce qu'en réalité, c'est la lumière bleue émise par ces écrans qui sont nocifs pour nos yeux. Je dis bien traitées anti-bleu, pas les lunettes bleues. Il faut éviter aussi l'utilisation de l'écran dans l'obscurité, dans le noir. Nous avons des enfants ou bien des adultes, ils sont au lit, ils ont éteint la lumière et ils ont leur portable, leur smartphone en main. Ça, vous recevez toute la lumière dans les yeux. Ce n'est pas bien. Et ensuite, il faut, surtout chez les enfants, il faut éviter que l'enfant utilise l'écran à l'heure de sommeil. Cela veut dire que l'enfant va avoir tout de suite des troubles de sommeil avec tout ce qui suit. Donc, pas n'importe quelle lunette qu'on vend, peut-être on trouve sur la route, on prend pour mettre et donc ça ne nous protège pas? Ça ne nous protège pas. Malheureusement, ça ne nous protège pas. Chez les adultes, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer de nos ordinateurs. Mais on peut quand même limiter cette position-là à l'écran. Et donc, il faut faire des pauses. Maintenant, dans notre vie quotidienne, il faut que nous limitons, ou bien il faut préférer la lumière naturelle, la lumière du jour, à cette lumière artificielle-là. Alors, chez les enfants, il n'y a pas seulement les troubles liés à l'œil même. Nous venons de parler des problèmes liés au sommeil. Vous voyez? Et donc, chez les enfants, il faut vraiment limiter le temps. Et il ne faut pas que l'enfant soit à l'écran la nuit, par exemple. Parce que la nuit, à une heure donnée, l'enfant s'assied au lit. Maintenant, l'enfant qui ne va pas au lit, cela veut dire qu'il prolonge son temps de sommeil. Ou bien il réduit plutôt son temps de sommeil. Et ça aura des conséquences sur sa santé. Hors du Togo, jadis opposants et désormais alliés, 2 anciens présidents de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés hier. Laurent Koudou-Gbagbo et Henri Konan Bédié étaient ensemble à Daoukro. Le temps était à la réconciliation devant plusieurs centaines de militants et cadres de leur parti. C'est une rencontre placée sous le signe de la réconciliation. Laurent Gbagbo a rencontré ce samedi l'ancien président ivoirien et ex-rival Henri Konan Bédié. À Dakouro, de nombreux militants voient en cette réunion une possible alliance entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien. Le président Henri Konan Bédié chez lui est un acte de réconciliation et c'est un acte de reconnaissance. Lors de son discours, Laurent Gbagbo a épinglé l'actuel président Alassane Ouattara. Réélu pour un 3e mandat en 2020, son élection avait été boycottée par l'opposition qui jugeait ce mandat inconstitutionnel. Avec le parcours que je peux prendre la parole en Côte d'Ivoire sans que ce soit la politique. La Tunisie fait face à une flambée du Covid-19. Le système hospitalier est paralysé. Ce dimanche, le pays fait appel à la diaspora en France à se mobiliser pour soutenir le secteur sanitaire. Et au Togo, le tableau de la pandémie se présente comme suite. Le nombre de cas confirmés est de 14 270, 38 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 656, 10 nouveaux guéris depuis hier. Et le nombre de cas actifs est de 481. Et le nombre de décès est malheureusement 233. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa.
Aller-retour, c'est la pièce mise en scène à la 5e édition du Calebasse Club. Elle traite de 4 thématiques qui retracent la vie au quotidien. C'était à l'Institut français de Lomé, un événement aux couleurs du slam et qui a comblé le public. Aimé Dravier, Urecha Mega et Dodo Wari. Une partie de chorégraphie pour mettre en lumière certains fléaux de la société. Du slam, des jeux de mots qui vous transportent dans les réalités du quotidien. Mes frères, papa de rue, retournons sur la terre de nos aïeux afin d'amorcer le développement de notre continent. L'immigration clandestine, les violences faites aux femmes, le Covid-19 et l'inégalité sociale. Pivote ces paupières qui font des mouvements de va et vient. Va. Très solidaire à son frère, présente un centre émotionnel limité envers les parents. C'est un voyage vers cet univers que nous a réservé en fait la situation sanitaire. Nous avons été confinés, mais comme on le dit, l'artiste n'est jamais confiné dans sa tête. C'est aussi un spectacle de résilience. C'est toute une émotion de gaieté en même temps mélancolique parce que toi sur scène, tu t'en rends compte que nous avons tellement perdu beaucoup de choses en restant hors de la scène. La Covid est une situation qui n'efface pas les autres problèmes qui existaient depuis. Donc on a pensé mettre encore la lumière sur les autres problèmes qui étaient là avant la Covid. C'est une façon pour nous de participer à relever le moral des gens. C'est l'acte 5 du Calebasse Club. Depuis la scène, Dimi Hope de l'Institut français du Togo, le duo Kokouvi Zankli et Jeff Eusebio a séduit et conquis. Nos mères, nos sœurs, nos épouses, Pardon pour toutes ces formes de violence que vous subissez. Pardon pour toutes ces formes de violence que vous subissez. J'ai été vraiment touchée. Nous avons assisté à une scène à laquelle nous avons valorisé les droits de la femme. Les hommes en général doivent cesser. Les hommes en général doivent limiter ou bien abandonner les actes immoraux, les violences faites aux femmes. Vivre un spectacle tel que nous avons vécu ce soir, c'est juste une joie, c'est juste la bonne humeur qui nous anime. C'était une belle soirée. 90 minutes de spectacle et la Mentoland a également célébré la femme togolaise de la plus belle des manières. L'acte posé ici le démontre si bien. Il avait été l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédés en RDC. Le cardinal Laurent Mosongo est décédé ce dimanche à Paris. Il s'en est allé à l'âge de 81 ans, et 6 jours après son évacuation dans un état critique. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées. Le patron de Virgin Galactic, Richard Branson, a atteint l'espace ce dimanche. Il a décollé depuis les États-Unis. Le vaisseau a ensuite atterri sans encombre au Nouveau-Mexique. Le milliardaire britannique avait toujours rêvé de cet exploit, un vol spatial qui a duré 90 minutes. Et son pays, l'Angleterre, a malheureusement échoué face à l'Italie. L'Italie est sacrée championne d'Europe après un mois. L'Euro, c'est fini. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.